Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Cap ce soir sur les provocations marocaines introduisant l'antité-sioniste jusqu'aux portes des frontières avec son voisinage par des exercices militaires douteux, incluant l'antité-sioniste l'African Lion, l'énième provocation de Rabat. Ces exercices entre le Maroc et les États-Unis accueillent pour la première fois des soldats de l'armée sioniste qui tuent impunément des adolescents, de jeunes Palestiniens sur les territoires occupés sans cligner de l'œil et viennent s'entraîner à Rabat, la garante de la protection du statut d'Al-Aqsa, paradoxe qui en dit long sur la politique contradictoire du Maroc. Le chef de la Knesset, le parlement sioniste, Amir Omar, connu pour être un radical extrémiste, arrive à Rabat avec les honneurs et est reçu en grande pompe, chose qui a mis l'opinion publique marocaine en feu. Des manifestations anti-sionistes ont envahi les rues pour dénoncer cette mascarade et crier leur colère et leur refus. Nous en parlons ce soir avec nos invités, Maître Manuel Dever, avocat du Front Polisario, Al-Khanti Bala, représentant du Front Polisario chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'UE. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes tous deux avec nous donc depuis Paris, Manuel Dever par le téléphone et Khanti Bala par Skype. Alors, les provocations et les menaces de la sécurité des pays de la région par cette opération ou ces fameux exercices militaires, l'African Lion, censés être des exercices entre le Maroc et les États-Unis, ces derniers voient la participation pour la première fois de l'entité sioniste, une menace claire pour le voisinage. À quoi riment ces manœuvres, Khanti Bala? Vous avez raison de parler de provocation. On sait que par le passé, le mur d'agression marocain installé au Sahara occidental a été construit grâce au concours de l'entité sioniste. Ça, c'est par le passé. La normalisation, entre guillemets, entre le régime marocain et l'entité sioniste, toute récente, a une coloration belliqueuse et d'agression, car l'on a vu des déclarations extrêmement hostiles prononcées par des officiels israéliens à partir de Rabat, en direction de l'Algérie, par exemple, mais aussi il y avait plusieurs déclarations qui tenderaient à conforter et appuyer le Maroc dans son aventure colonialiste au Sahara occidental. Donc vous avez bien raison de parler de provocation et évidemment l'intention de faire planer sur la région des menaces sécuritaires et surtout si l'on sait que le Maroc et l'entité sioniste ont déjà conclu des accords de défense et de sécurité. Et l'on a vu des vidéos très inquiétantes de journalistes de l'intérieur de casernes marocaines rapportant l'enthousiasme de soldats marocains d'en découdre avec l'Algérie grâce au concours de l'armée israélienne. C'est tout à fait inquiétant pour la paix et la sécurité dans la région. Très bien, Monsieur Khanti Bala. Maître Manuel Dever, que faut-il penser justement de ces fameuses manœuvres se déroulant, comme je le disais tout à l'heure, généralement à Agadir et qui ont lieu cette fois-ci dans une partie des territoires sahraouis occupés, même s'il y a eu des démentis, on le verra par la suite. Mais écoutez, ça c'est un point vraiment qui est fondamental, cette question de savoir où ont lieu ces exercices. Je dois dire que j'ai deux sujets d'inquiétude. Le premier d'abord, c'est que évidemment ces exercices se tiennent dans le cadre de la reconnaissance de souveraineté funeste par le président sortant Trump, et donc jusque-là les États-Unis résistaient. On voyait bien que finalement cette déclaration était purement verbale, mais qu'elle n'était suivie d'aucun effet concret. Ça, c'est la première source d'inquiétude. La deuxième, c'est évidemment de voir cette année Israël participer, comme vous l'avez si bien décrit, sachant que cette participation israélienne s'inscrit bien sûr dans le cadre
de la normalisation qui a été très bien présentée, donc je n'y reviens pas, mais qui s'inscrit dans un cadre plus global où on voit un renforcement économique des relations entre Israël et le Maroc, avec l'apparition d'investisseurs israéliens en territoire sahraoui occupé. Oui, très bien. Oui, allez-y. C'est une source d'inquiétude particulière. Oui, très bien. Alors, Maître Manuel Devers El-Khatibala, je vous propose d'écouter à l'instant donc un opposant marocain qui vit aux États-Unis et qui nous dit à peu près ce qu'il pense de ces manœuvres et ce qu'il pense de cette attitude des autorités marocaines. Hicham Raddawi. La monarchie ou le Makhzen au Maroc s'est toujours appuyé sur de telles trahisons. Il faut évoquer ici le sommet arabe de Casablanca en 1965, au cours duquel le roi Hassan II du Maroc a facilité et coopéré avec le Mossad israélien pour enregistrer tous les débats à huis clos pendant la guerre des 6 jours. Au cours de laquelle, bien sûr, les forces arabes ont subi de lourdes pertes. Et elle a été vaincue pendant la guerre. Nous pouvions donc par la suite le savoir que par les médias israéliens qui ont exposé cette information et sans aucun commentaire ou réponse officielle du Maroc également. Il y a aussi bien d'autres trahisons du peuple, à la première place du peuple palestinien, aussi du peuple marocain, arabe et continental. Alors, je pense que si les ambitions expansionnistes du Maroc continuent, on gardera la région nord-africain et le continent africain une région instable. Très bien, alors c'était Hicham Raddawi, opposant marocain qui vit aux États-Unis. Il répondait, ou il était au micro de nos confrères de la radio Ifriqiya FM. Alors, je disais, Manuel, alors on vient de l'écouter, Maître Manuel Devers, on vient de l'écouter, c'est-à-dire que maintenant, on va comprendre que même les Marocains, en soi, n'acceptent pas ou refusent cette situation que leur impose le Makhzen. Ah oui, je vois que M. Manuel n'est pas avec nous. Alors, Khatibala, comme je le disais, même les Marocains n'acceptent pas et refusent cette situation que leur impose le Makhzen. Oui, tout à fait. Et c'est une chose très importante parce que la voie, cette fois-ci, que prend cette normalisation passe par, soi-disant, la représentation populaire représentée par les deux parlements. Or, les Marocains, par ces manifestations et par les slogans qui invoquaient souvent le désir et la volonté du peuple marocain en disant le peuple veut ceci, le peuple veut cela, refuse la normalisation, souhaitent en fait exprimer la véritable voix du peuple marocain et le véritable désir du peuple marocain qui refuse cette normalisation avec un régime d'occupation qui opprime le peuple palestinien et qui bafoue le droit international. Et donc ces manifestations, par leur ampleur et par leur diversité à travers plusieurs villes marocaines et par leur discours très juste et très logique et très alors apportent quelque part la voix véritable du peuple marocain et expriment quelque part ces dissensions entre la population marocaine et l'élite dirigeante au Maroc. Une dissension qui ne cesse de s'aggraver jusqu'au jour où finalement on assistera au rétablissement de la volonté populaire, une volonté tellement réprimée et tellement marginalisée par le régime marocain.
Très bien, Kanté. Maître Manuel Devers, alors on l'a entendu ensemble, on l'a écouté ensemble, donc Hichem Aradoui disait que ce n'était pas la première fois que le Maroc agissait de la sorte, que les autorités marocaines ou que le Merzen, donc ça s'est déjà fait lors de la guerre des 6 jours par le père, et aujourd'hui le Maroc réitère, si vous voulez, et je reprends les termes, cette trahison faite aux pays voisins. Ce n'est pas la première fois, effectivement, que le Maroc aujourd'hui fait rentrer le loup dans la bergerie. Mais je veux dire absolument, et on voit toujours cette duplicité permanente. Et sur ce point, pour poursuivre ce qui a été dit par avant moi, vous savez, on peut avoir une échéance concrète qui arrive, qui est que actuellement, et pendant devant la Cour internationale de justice, une deuxième demande d'avis consultatif concernant l'occupation israélienne de la Palestine, qui a été poussée par tous les États arabes. En 2004, quand il y a eu une première demande, le Maroc, comme vous l'avez rappelé, garant de la mosquée de Jérusalem, était intervenu pour défendre le statut de Jérusalem. Alors donc là, on va avoir une question très concrète et on aura la réponse sous peu. Que va faire le Royaume du Maroc compte tenu des développements et apparemment de la relation qu'il partage maintenant avec Israël? Est-ce qu'il va intervenir dans la procédure pour soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien? Ou alors est-ce qu'il va renoncer? Mais s'il renonce, pourquoi est-ce qu'il est encore gardien de la grande mosquée? Oui, très bien, exactement. C'est un paradoxe en soi que d'aller défendre la grande mosquée, le statut d'Al-Aqsa, et de l'autre côté, accueillir les mêmes assassins qui tuent des Palestiniens sur cette même esplanade. Je vous propose donc, messieurs, de voir et d'écouter avec nous ce sujet signé Tininan Makassi. Et on revient au débat. Plus de 2 ans après la signature des accords d'Abraham entre le royaume et l'entité sioniste, l'hostilité populaire envers ce rapprochement est encore bien ancrée dans le pays. Et la visite d'Emir Ohana, président du Parlement sioniste, soit le 3e homme fort de l'entité, ne passe pas. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité alors que ce Parlement israélien, c'est un parlement d'extrême droite actuellement, un parlement où dominent les fascistes et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Donc on est là en tant que Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pour protester contre la normalisation en général et contre cet aboutissement de la normalisation qui est la normalisation entre les parlements marocains et le Parlement sioniste. Aux alentours du Parlement marocain à Rabat, ils étaient des centaines de manifestants à avoir joint leur voix à celle du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de trahison à la cause palestinienne et aux principes fondamentaux du peuple marocain. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au président du Parlement marocain qu'il n'a pas le droit de recevoir ici le sioniste qui a commis des crimes de guerre, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre. Cette normalisation crée également de vives tensions politiques dans le pays. En mars dernier, le Parti de la justice et du développement, parti de l'ex-premier ministre Abdillah Ben Kiran, avait dénoncé cette dernière, dans la foulée des violences et des agressions à l'encontre des Palestiniens dans les territoires occupés. Ce qui fait également grincer les dents des Marocains, c'est de voir leur diplomatie se transformer en avocat de l'entité sioniste et de leur plan expansionniste et déstabilisateur en Afrique. Alors, on vient de le voir ensemble, donc les manifestations des Marocains qui sont sortis en grand nombre pour justement dénoncer cette visite et surtout la normalisation qui apparemment, contrairement à tous les pays qui ont normalisé, je crois que c'est celle qui prend justement, si vous voulez, l'aspect le plus violent, le plus abrupt. Qu'en pensez-vous, Kanté Bala? D'autant plus que, comme je le disais, à chaque fois, le Merzen a tenté de faire passer la normalisation comme étant quelque chose de tout à fait banal. Alors, le peuple vient pour lui rappeler que ce n'est pas le cas.
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas entendu le reportage, donc je ne peux pas le commenter. Ceci dit, je donne mon avis sur le fait que déjà, ces manifestations sont d'une très grande ampleur. Elles sont réparties sur plusieurs villes, les plus importantes du royaume, Casablanca, Rabat, Khouribga, Asfi. Les slogans sont extrêmement tranchants et clairs. Le peuple ne veut pas de la normalisation. Le peuple marocain ne veut pas accueillir des criminels de guerre. L'élite marocaine, et notamment ce président du Parlement, a été qualifié de traître du peuple marocain, et insister sur la notion de trahison est extrêmement important parce que renvoie en fait à d'autres comptes à régler avec le régime marocain qui va au-delà de la normalisation. C'est un prétexte pour la rue marocaine de signifier au Makhzen marocain qu'il n'est pas légitime, qu'il n'est pas populaire, et qui plus est, par ces initiatives de normaliser avec un régime d'occupation brutal et criminel la rue marocaine, est d'autant plus en colère pour ces raisons-là et le manifeste plus clairement. Donc c'est ça le sens que moi je comprends de ces manifestations régulières. À chaque fois qu'il y a une initiative prise par ce régime marocain en association avec l'entité sioniste, on a vu ça par le passé durant des visites réciproques entre les deux régimes. Oui, mais la ministre des Transports également, lorsqu'elle était venue, elle a eu droit à des manifestations, et c'est aujourd'hui au tour du président de la Knesset qui est déjà les mains tachées de sang, parce qu'il est connu, il ne s'en cache pas, que c'est un extrémiste radical, raciste. Maître Manuel Devers, justement, comment on en arrive aujourd'hui à recevoir un criminel de guerre qui devrait en principe être poursuivi, comme c'est le cas par exemple par la CPI qui lance des mandats d'arrêt à des chefs d'État ou à des criminels de guerre, mais quand il s'agit d'Israël, c'est le silence total, alors que tout le monde connaît l'histoire justement de ce président de la Knesset qui aujourd'hui est reçu avec les honneurs à Rabat. Alors vous avez tout à fait raison de soulever cette question-là, elle est fondamentale parce que on l'oublie parfois, mais depuis que l'État de Palestine est devenu observateur des Nations Unies, il a pu accéder à la Cour pénale internationale. Et donc, je rappelle, parce que c'est un point qui est important quand même, c'est qu'on dit qu'il y a une impunité d'Israël pour l'instant. Oui, elle existe, mais en réalité, elle est à durée déterminée. Parce que la Cour a été saisie d'une requête par le procureur, lui demandant si il pouvait ouvrir une enquête à l'égard des crimes commis en Palestine occupée. Et la réponse de la Cour, dans un arrêt qui date de 2021, est extrêmement claire en disant oui, il y a un État de Palestine, cet État de Palestine comprend toute la Palestine occupée, et la Cour a compétence pour juger les crimes israéliens. Alors maintenant que cette décision a été prise, la balle revient au bureau du procureur qui doit décider de l'ouverture d'enquête. Il est certain que par rapport à d'autres situations d'occupation, on voit des lourdeurs. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que le procureur finira par ouvrir. Parce que s'il n'ouvre pas, c'est la fin de la Cour. Elle est déjà très contestée sur certains continents, et donc ce qui peut paraître être un obstacle pendant un temps deviendra ensuite une source de légitimité parce qu'on verra que personne ne peut se soustraire au droit international, notamment les dirigeants israéliens. Oui. Manuel Devers, dites-nous, est-ce que c'est fortuit, est-ce que c'est un hasard aujourd'hui que justement les exercices dits militaires se fassent dans des territoires sahraouis? Il y a une double offense. Alors, il y a une menace pour les pays voisins, puisqu'on leur ramène leur ennemi jusqu'à leur porte, la porte de leurs frontières, mais également on fait une transgression de territoires qui sont encore discutés. Alors, oui, tout à fait, ça c'est certain. Il y a le risque sécuritaire et cette analyse-là, je le laisse aux politistes, aux spécialistes de droit international. Mais en tant que juriste en droit international, les choses sont très très claires. Le Sahara occidental a un statut séparé et distinct en application du droit à l'autodétermination. Un fait qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il dispose de frontières internationalement reconnues qui datent du début du XXe siècle, qui avaient été conclues entre la France et l'Espagne, et que le Royaume du Maroc
et le Front Polisario, en sa qualité de représentant du peuple sahraoui, ont réitéré dans l'accord de Lisbonne de 1997, où le Maroc lui-même a reconnu que le Sahara occidental n'était pas son territoire. Je peux prendre aussi le cas de l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Cette adhésion, elle s'est faite dans les frontières internationalement reconnues du Royaume du Maroc, à l'exclusion du territoire sahraoui. Et pour autant, il y a cette opération qui est organisée là-bas. Alors on voit que, à nouveau, le Maroc essaye de grignoter, d'essayer de pousser ses partenaires à reconnaître une souveraineté qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Il faut être très très clair. Et alors là-dessus, par contre, le parallèle flagrant entre l'occupation des territoires palestiniens et l'occupation du Sahara occidental, c'est que jamais une occupation militaire par la force ne peut conférer la souveraineté. Israël ne pourra jamais récupérer la souveraineté sur les territoires palestiniens. Le Maroc ne pourra jamais récupérer la souveraineté sur les territoires sahraouis. C'est pour ça que tôt ou tard, ces peuples deviendront indépendants et ils deviendront libres. Khatibala, est-ce que vous pensez aujourd'hui que finalement le Maroc est en train de jouer ce rôle de troublant dans la région qui devient réellement un facteur de déstabilisation? Est-ce cela le rôle qu'on octroie aujourd'hui au Maroc? Oui, tout à fait. Depuis sa naissance, le régime marocain agit comme un proxy régime, un régime par procuration pour servir des intérêts contradictoires au demeurant avec les intérêts des peuples et des États de la région, y compris par la manière de naître des États. Quand on voit que l'Algérie est née à travers une lutte populaire acharnée et un processus d'autodétermination, et que le Sahara occidental entendait également accéder à la vie internationale par la même voie, l'on voit que le régime marocain invoque des raisons historiques chimériques qui n'ont rien à voir ni avec le droit international ni avec la réalité, conduisant nécessairement à des frontières mouvantes et à des situations complètement conflictuelles dans la région. C'est là le rôle que entend et que voudrait jouer le régime marocain. Et aujourd'hui, il continue sur le même schéma en introduisant Israël dans la région. Cette entité qui avait participé, comme je l'avais dit au départ, à la première guerre contre les Sahraouis, qui fournit des armes au régime marocain et qui elle-même est une force d'occupation pour la Palestine. C'est évidemment le rôle qu'entend jouer le Maroc dans notre région est extrêmement inquiétant par justement ce genre de pratiques contraires au bon voisinage et à la volonté de retrouver une région stabilisée et pacifiée. Très bien. Alors, une dernière question à Maître Manuel Devers. Le Sahara occidental est le prisme par lequel le Maroc voit et évalue les choses. Est-ce que ce prisme, finalement, définitivement, va le pousser à faire des alliances, quitte à les faire avec le diable, pour pouvoir faire entendre cette voix? Écoutez, une question tout à fait judicieuse parce que en représentant le Front Polisario, en ayant l'honneur de représenter le peuple sahraoui devant les juridictions européennes, et donc avec une connaissance de certains antécédents, on voit une évolution et on peut penser que cette normalisation qui a lieu, cette implication toujours plus forte d'Israël, est en réalité la conséquence d'une succession de batailles perdues du Front Polisario, du Royaume du Maroc. C'est-à-dire que quand il y a l'arrêt de la Cour et on a cette audience en septembre 2016, le Maroc perd. Dans la foulée, il demande l'admission à l'Union africaine, alors que 6 mois en arrière, il l'a critiqué encore en disant qu'elle n'avait rien à discuter sur la question du Sahara occidental. Devant les juridictions européennes, l'addition se corse. On voit maintenant que les États membres ne sont plus en mesure de défendre le Royaume du Maroc, et notamment la France. Et on voit qu'en ce moment, la relation avec la France est très mauvaise, parce que les dirigeants marocains pensaient qu'après la proclamation de Trump, ils arriveraient à embarquer les États européens, mais qu'ils ne peuvent pas, parce que de nouveau, il y a la jurisprudence de la Cour. Et de nouveau, on voit encore un cran franchi dans la normalisation avec Israël. Donc l'avenir dira quelles sont véritablement les motivations des dirigeants israéliens, mais on ne peut pas s'empêcher de dire que les victoires juridiques du Front Polisario sur le continent européen
pousse le Royaume du Maroc à se trouver des chercheurs, des parrains en dehors du continent, et donc qui explique cette normalisation avec l'État d'Israël. Très bien, Monsieur Manuel Devers, merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat du Front Polisario. Vous étiez avec nous par téléphone depuis Paris. Merci à vous, Kantibala. Vous êtes représentant du Front Polisario chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'espace UE. Merci également d'avoir été avec nous. Vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouvera bientôt avec l'échiquier international pour d'autres thèmes et d'autres sujets. Au revoir.